Bien, bonjour, bienvenue sur GPTV. Ce soir, nous accueillons un auteur vraiment que moi, j'avais envie vraiment de discuter avec. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité à discuter avec nous. Il s'appelle Quentin Bachelet. Il est là. Bonjour, Quentin. Bonjour. Voilà. Alors, Quentin Bachelet, déjà, à la base, tu vas un peu te présenter comment tu en es arrivé, si tu le veux, au jeu de rôle, en fait, à devenir auteur de jeu de rôle. Oula. Ça a été quoi le déclic? En fait, ça fait longtemps que je fais du jeu de rôle, évidemment. Mhm, Et au début, c'était des projets en commun avec Batro, où mhm, il m'avait invité pour des petits délires, des scénarios et tout. Je crois que j'avais publié dans un supplément de... C'était quoi? C'était du médiéval fantastique français. Je sais plus comment s'appelle ce jeu. mhm, Voilà, j'avais fait un scénar et après j'ai participé à plein de projets. Donc mhm, il y a eu les deux mantras, il y a eu Planète mhm. Hurlante, Oui, il y a ouais. eu Manteau et d'univers aussi. Mhm, mhm. Voilà, donc j'ai participé plus ou moins à tous ces projets qui étaient toujours un peu débiles et foufous. Et Ouais. sauf ceux qui se vendaient bien, évidemment, là ça m'intéressait pas. Et, euh, et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à bosser sur un jeu de rôle que j'ai développé moi-même. Donc, c'est Mhm, Sapiens, au cas où vous l'auriez mhm. loupé. Ouais. Mhm. Et Alors, donc, ça, c'est justement, le on est là pour projet ça. que j'ai fait de A à Z, quoi. Voilà. Donc, Voilà, c'est vrai donc que ça s'est fait déjà, progressivement, en fait. ouais, quand je t'ai découvert dans Mantra, déjà, j'avais trouvé le jeu très original. On en a parlé, petit peu parlé en off avant. C'est vraiment un jeu assez particulier qui, je ne sais pas s'il a trouvé son public ou pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé très intéressant. Là, tu reviens avec Sapiens. Alors, Sapiens, on va en parler ce soir parce que justement, il est sorti des suppléments qui Oui. amènent vraiment beaucoup de matériaux supplémentaires, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Mais on avait parlé de Sapiens un petit peu sur le site GP, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler sur GPTV. Donc Sapiens, moi, c'est un jeu, bon, quand on découvre Sapiens, on se dit, bon, alors ça va être encore un jeu où on incarne des animaux anthropomorphes, etc. Bon, voilà. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Il y en a des très bons et des moins bons, donc je ne vais pas en citer pour ne pas faire de problème. Mais par contre, dès qu'on commence à lire, on commence à se dire, ah bon, mais quand même, il y a quand même pas mal de trucs particuliers. Et plus on plonge dans la lecture du bouquin, du livre de base, parce qu'on va commencer par parler de Sapiens, le jeu de rôle, plus on approfondit le jeu de base et puis on se dit waouh, il y a plein de trucs assez originaux déjà. Rien que le système de progression des personnages, le système de création Mm. des personnages. Alors c'est un jeu, on peut incarner des dinosaures intelligents, on peut incarner des insectes. Alors, dinosaures intelligents, moi, dessus, tu penses à Dinotopia, tu vois, j'ai des références un peu pulp. Euh, on peut incarner des ghouls. Alors, moi, je m'attendais à avoir une ghoul, et ben pas du tout, justement. Tu vas nous en parler un petit peu. Et tous ces personnages-là, on est en fait dans un. Tu vas nous le présenter plus avant, mais on est dans du post-apocalyptique. Oui. Moi, j'ai vu, quand j'ai lu, ça m'a fait penser un peu à la planète des singes, tu vois, sauf qu'il n'y a pas les Oui. singes. Oui, oui, Il y a carrément. toute autre chose, voilà. Et on évolue dans cet univers-là. Alors, bon, j'en ai assez dit. Maintenant, je te laisse présenter Sapiens. Déjà, comment tu es arrivé à avoir cette idée de création de monde un petit peu particulier et vraiment qu'est-ce qu'on joue dans Sapiens et les particularités, parce que des particularités, il y en a plein. Hein. Je te donne la parole, vas-y, allez. Ok, alors bon, je vais présenter le jeu un peu succinctement et après Ouais. j'irai sur les différents éléments que tu as cités. Du coup, pour situer vraiment, le jeu, c'est un jeu de science fantasy. Donc ça se passe dans un futur fantastique. Et la particularité de ce jeu, c'est de cet univers, c'est qu'il se déroule après la disparition des anciens, donc nous, de l'humanité. Et il y a d'autres espèces intelligentes qui vivent dans ce monde-là. Donc c'est là que je te rejoins pas mal pour la planète des singes, parce que c'est un bon exemple. Et, et donc il y a deux propositions de jeu. La première, c'est que les joueurs sont des purificateurs, c'est-à-dire que leur rôle va être de trouver des désordres écologiques et métaphysiques et essayer de les résoudre. Et quand ils parviennent à résoudre un de ces troubles, on appelle ça, ils évoluent. Et c'est là qu'on arrive à l'aspect évolution qui est vraiment important dans le jeu, enfin en tout cas dans le gameplay.
c'est que les joueurs ont des chromosomes, enfin les personnages ont des chromosomes, qui peuvent être complétés avec des gènes. Et du coup, quand tu crées ton perso, tu vas choisir tes chromosomes, donc tu choisis un peu l'orientation qu'aura ton personnage. Et ensuite, à chaque fois que tu vas évoluer, donc tu vas tirer des petits bouts de papier que tu vas pouvoir coller sur ta fiche, et c'est des gènes que tu ajoutes à ton personnage. Donc, bon, je connais pas vraiment d'équivalent à te citer, mais disons que voilà, il y a une recombinaison en fait qui se fait au moment d'évoluer, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Le seul équivalent que je trouve, moi, et bon, il a qui rien à voir, c'est le Legacy en jeu de plateau, tu vois, où tu Oui, colles c'est ton. ça. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, moi, j'ai découvert, il y a plusieurs peuples, en fait. Tu vas peut-être nous expliquer Ouais. un petit peu en quoi cela consiste. Il y a plusieurs postes. Alors, est-ce que. Moi, j'ai lu un petit peu entre les lignes, etc. Quand je l'ai lu à l'époque, quand il est sorti, 2022, je sais plus, ça fait 2 ans, quoi, non? Il est 2021, je sorti crois. 2021. Quand je l'ai lu, moi j'ai lu 1 an après peut-être. Quand je l'ai lu, en fait, je me suis dit bon, ça va être compliqué de faire des personnages complètement différents au niveau des peuples. Est-ce que si quelqu'un veut jouer ce peuple-là, est-ce qu'il pourra jouer avec un autre peuple? Et en fait, tu as mis en avant un système très intéressant, c'est qu'il y a la diversité, elle n'est pas vraiment. C'est un jeu qui est très collaboratif en fait. Et c'est un jeu qui vraiment, tu as toujours besoin de l'autre pour faire quelque chose. Et les personnages, en quelque sorte, tu as dit, c'est des purificateurs, mais en fait, c'est des élus. Et moi, j'aime bien aussi le fait qu'ils nettoient aussi des zones un petit peu dégueulasses, etc. Et ça fait qu'ils ont un petit peu, même quelquefois, des a priori négatifs vis-à-vis de leurs congénères. Ça, je trouvais ça, c'est intéressant aussi à gérer. Oui, en fait, ça fait aussi partie des canons de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a 6 espèces intelligentes différentes et elles cohabitent vraiment ensemble. Et elles font société au quotidien, quoi. Donc, quand tu te balades et que tu rencontres une tribu, donc la plupart des gens sont des nomades, en fait. Souvent, dans les tribus, il va y avoir plusieurs espèces où il va y avoir des adoptions. Donc c'est assez fréquent que socialement les groupes se mélangent. Et ensuite, une des particularités de l'univers, mais ça c'est la proposition de jeu, hein, qu'on trouve ça crédible ou pas, c'est autre chose, c'est que c'est un monde en paix. Tu vois, comme quand tu joues à Warhammer 40 000, tu sais très bien que tout le monde va se battre. Tu vois. Donc, réaliste ou pas, tu vois, c'est pas grave, c'est les codes. Ouais. Et là, bah, c'est le contraire. Donc là, personne se bat, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guérilla, il n'y a pas d'État. Parce que c'est pas le sujet du jeu. Le sujet du jeu, c'est comment ces différents peuples vivent ensemble. Et évidemment, il y a des différences, tu vois, mais il y a quand même une culture commune qui les unit. Donc la culture du chamanisme, mais ça, on y reviendra. Et ouais, et du coup, les groupes, ils sont forcément complémentaires par leur capacité. Parce que, ben voilà, il y a des peuples qui sont capables de voler, il y en a qui sont capables de respirer sous l'eau. Et tout ça, ça va créer des petites capacités qui sont finalement purement physiques, en fait. Tu vois, c'est pas tellement. C'est pas vraiment social, tu vois. Ouais. Et ça, normalement, ça crée, quand ça marche bien, ça crée vraiment un effet d'entraide qui fait que c'est nécessaire. Et d'ailleurs, quand je maîtrise, j'ai tendance à mettre des défis un peu coup sur coup pour que les joueurs soient obligés de s'entraider, sinon ceux qui sont tout seuls dans une nature sauvage, ils se font bouffer par un prédateur, premier prédateur qui passe, quoi. Donc il y a vraiment ce besoin de cohésion qui se crée. Oui, c'est quand même pas un univers de bisounours, je viens de le dire, il y a quand même des prédateurs qui traînent, etc. Mais c'est un univers en paix, un petit peu, il y a une espèce de recherche d'harmonie, de ne pas faire un déséquilibre, de ne pas créer un déséquilibre au point de vue de la nature. On peut parler des aspects après si tu le souhaites. Bon, on rentre un petit peu dans les détails de règles, je ne sais pas si comment tu vas expliquer ça, parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas un jeu compliqué, attention. Hein. Mais il y a des petits détails vraiment. Ouais, c'est l'aspect un peu pointu. Et oui, du coup, je te rejoins par rapport à la difficulté du jeu, c'est-à-dire que le monde n'est pas en guerre, c'est pas l'enjeu, mais par contre, le monde est vraiment dangereux. Il faut imaginer une Terre qui ressemble à notre préhistoire, avec tous les animaux géants qu'on peut imaginer, et les sapiens, donc les personnages, sont pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire.
tu peux pas traverser une rivière sans qu'il y ait un crocodile. Tu peux pas aller dans une plaine sans qu'il y ait un troupeau de je sais pas quoi, de buffles ou de machins mutants. Dans le ciel, tu as des oiseaux qui font 2 fois la taille de n'importe qui. Donc, faut imaginer quelque chose de... bon, j'aime pas trop l'expression la nature qui reprend ses droits, tu vois. Mais faut imaginer un monde où t'es pas la star, quoi. Et ça, c'est vrai que nous, les humains, bah, on sait que... Ouais. Bon, a priori, tu peux dormir à la belle étoile n'importe où, il t'arrivera rien, tu vois. Voilà, là, c'est pas le cas. Tomber sur des humains. Voilà, le pire qui puisse arriver, c'est des gens, au final. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, alors par exemple, si tu peux donner un exemple, par exemple, alors là, peut-être que tu vas être obligé de parler des différents aspects parce qu'il y a les systèmes du trouble et des aspects. Le groupe de joueurs, que sont ces défis? C'est quoi l'adversité en fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc l'adversité, c'est les troubles. Donc il faut imaginer les joueurs comme un peu des enquêteurs du surnaturel, quoi, qui vont voyager et qui vont rencontrer des troubles. Et les troubles, c'est quelque chose qui est compris un peu par les chamans, qui est parfois compris par la population, mais il faut quand même mettre la main sur le truc, quoi. Et du coup, la case des purificateurs, c'est un pacte que tes ancêtres ont fait. Et donc, tu fais partie de cette caste sans spécialement l'avoir voulu. Et c'est aux joueurs d'essayer de comprendre un petit peu, de guérir en fait les troubles qu'ils rencontrent. Alors, ça peut être très variable. Ça peut être le scénar classique va être une ruine des anciens avec de la pollution et des créatures mutantes. Donc ça, c'est le truc assez classique. Mais en fait, n'importe quel comportement qui a un impact un peu trop important peut entraîner un trouble. Et du coup, ça peut être une tribu qui va entretenir un jardin qui repousse les esprits de la maladie. Et on peut pas leur en vouloir, tu vois, ils veulent manger, ils veulent que leurs enfants tombent pas malades, mais en fait, bah non, il faut laisser un peu de maladie. Et ça peut être quelque chose de un petit peu difficile à décortiquer pour un joueur. Et c'est pour ça qu'il y a un cycle des esprits qui est quand même bien détaillé et qui fait partie aussi de la création de perso pour que tout le monde le comprenne dès le début. Et souvent, les causes et les symptômes sont séparés, donc il faut arriver quelque part et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est pas un jeu d'enquête, hein, c'est plutôt un jeu d'aventure, mais il y a cet aspect découverte, en gros, d'exploration que les joueurs doivent traverser quand ils découvrent un nouveau trouble. En fait, vas-y. Ouais, je me demande si je vais plus dans le détail concernant le cycle ou pas. Bah, je sais. En fait, c'est peut-être pas nécessaire. L'essentiel de dire, c'est que en fait, moi, je trouverais ça comme un système d'équilibre, comme le damier noir et blanc. Tu vois, il y a les carreaux noirs, les carrés blancs. Donc, il y a le même nombre. Il faut pas mettre en déséquilibre ce damier. Toi, c'est différents aspects métaphysiques qui sont assez intéressants. Alors, c'est marrant parce que tu as des aspects qui sont naturels, tu as des aspects qui sont plus spirituels. Et en fait, tout ça forme un tout. Et c'est vrai que c'est même en voulant faire le bien sans le mal, ça n'a plus aucun sens. Et donc, automatiquement, il faut qu'il reste du mal pour que le bien puisse exister, qu'il n'y ait pas un système de déséquilibre. Est-ce que j'ai compris ou pas? Alors oui. Il y a des idées communes avec cette notion de bien et de mal quantifiable et tout ça. Sauf que, en gros, il y a 6 aspects. Qui sont la faim, la maladie, la croissance, l'essence et tout ça. Bon, je vais pas forcément aller dans les détails, mais il faut imaginer un cycle alimentaire avec de la croissance, de la vie, de la mort, de la décomposition et un retour à la case départ. Et en fait, ce qui est important, c'est que chacun de ces aspects, c'est aussi une population d'esprits. Et du coup, tous ces esprits ont besoin comment dire, ils ont besoin d'espace et à chaque fois qu'il y a trop d'un type d'esprit ou pas assez d'un autre, ça va avoir des répercussions sur les aspects matériels de la vie, quoi. S'il n'y a pas assez de prédateurs, il va y avoir forcément des animaux qui vont pulluler ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment le voir comme quelque chose d'écologique, mais au sens premier du terme, quoi, pas du tout au sens militant. Il faut vraiment, vraiment l'écologie en tant que science, quoi. Et
Et là-dessus, évidemment, les populations vont avoir des aspects moraux qui entrent en jeu, parce que ben, voilà, les gens veulent protéger leur famille des maladies, et ils veulent être en bonne santé, ils veulent avoir à manger et tout ça. Et ça, des fois, ça va entrer en contradiction avec certains aspects du souffle. Donc, c'est un espèce de rôle d'intermédiaire bizarre où il faut essayer de contenter à la fois les esprits, les gens, et trouver un équilibre là-dedans, quoi. Et ça peut provoquer des débats moraux ou des fois des conflits entre des gens qui sont tous bien intentionnés, en fait. Ouais. Donc, il y a une espèce de respect, de notion de respect de l'écosystème et de la chaîne naturelle, plus il y a un gros pavé chamanique à l'intérieur. Alors, ce sont des chamans, donc ils ont des pouvoirs animistes. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, le chaman, donc je me suis inspiré du chamanisme de Sibérie en particulier. Le chaman, c'est un médiateur, c'est un intermédiaire entre les gens et les esprits. Et les esprits, ils vivent dans le même monde que nous. Ils sont invisibles la plupart du temps. Parfois, ils vont se manifester d'une façon ou d'une autre. C'est la seule source de magie de cet univers. Il n'y a pas de... les gens n'ont pas de magie en eux. C'est forcément un don des esprits ou une intervention des esprits. Et ces esprits, ils veulent des choses. Les gens veulent des choses. Et forcément, des fois, ils ont besoin de communiquer entre eux. Sauf que les esprits sont hyper spécialisés. Un esprit de la rivière, si tu parles de quoi que ce soit qui n'est pas en rapport avec la rivière, il ne comprend pas. Donc, le chaman, il a pour rôle de représenter sa tribu et d'aller voir les esprits pour leur dire les gars, désolé, on aimerait bien faire un petit barrage, comment on fait? La rivière, elle va dire non, ou alors on fait un deal. Et c'est vraiment une approche qui est un peu... c'est toujours plus ou moins dans la transaction, en fait. On va parler aux esprits, on va leur offrir un cadeau, on va leur demander quelque chose, ils vont nous demander quelque chose en échange. Le système de règles est très simple. Si tu peux le décrire un peu, c'est un système de oui mais, non mais, qu'on retrouve dans Mantra, je crois d'ailleurs, il me semble. Il n'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu le même système souple que le meneur du jeu va pouvoir faire un petit peu dans la nuance, quoi. Oui, du coup, le système, la base, ça ressemble un peu à du Freeform Universal, pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, les personnages ont des traits, donc des mots-clés, quoi. Ça peut être grand, petit, agile, je sais pas quoi. Et quand il y a une action à faire, chaque trait qui est logique à un moment donné pour une action va pouvoir rajouter un dé. Et ça, c'est aussi une négociation avec le MJ. Si je dis j'ai des griffes, ça m'aide à nager, bon, peut-être que le MJ va dire bof. Et si c'est pour escalader une falaise, il va dire ouais, ok, tu plantes tes griffes dans la falaise, t'escalades. Donc il y a cet aspect un peu flexible à voir ce qui fait sens. Ou des fois, tu as des joueurs aussi, ça c'est un truc personnellement j'adore, c'est ceux qui arrivent à rentrer de façon tordue la description d'un trait bizarre par rapport à une situation pour que ça marche, tu vois. Et ça, j'ai tendance à récompenser les joueurs qui font ça. Et du coup, voilà, donc là, on va lancer un certain nombre de dés en fonction de ça et de la difficulté de l'action. Et du coup, l'action est toujours une question. Est-ce que j'arrive à escalader ce mur? Et du coup, la réponse va être oui, non. Oui, mais c'est-à-dire tu y arrives, mais il t'arrive une petite catastrophe. Ou non mais tu n'y arrives pas, mais bon, ça va, tu t'en sors un petit peu pour autre chose. Et donc, il y a cet aspect de nuance qui fait que la plupart du temps, les résultats sont... il y a plus de résultats nuancés que de résultats simples, quoi. Des fois, tu as juste oui et non, tu dis juste oui, c'est bon, t'es là-haut, quoi. Et si c'est un oui et, par exemple... Tu lances plusieurs dés. C'est ça, tu prends le meilleur. D'accord, voilà. Tu prends le meilleur. Et du coup, si c'est un oui et pour escalader la montagne, on va dire que tu es arrivé en haut et puis tu mets une corde pour tes copains et c'est bon, tout le monde arrive à monter. Ça peut être ce genre de truc. D'accord, ok. C'est vraiment simple, quoi. Oui, la base est simple. Après, il y a quelques petites particularités. Il y a un petit peu de craft, il y a des règles pour créer des esprits. Enfin, bon, il y a tout un tas de petits trucs. C'est là où des fois j'ai des questions. Le combat est pas trop mis en avant parce que c'est pas spécialement le focus du jeu. Et voilà.
globalement. Les génomes t'apportent quoi alors dans ton personnage quand tu Ils apportent des nouveaux traits. D'accord. Et c'est le joueur qui choisit les traits ou il y a un guide intérieur? Je le sais, hein, mais tu vas nous le dire. À la fin, il y a un petit découpage. Bah, en fait, tu as des traits quand tu crées ton perso. Donc, quand tu choisis ton espèce, qui va te donner qui va te donner 2 traits. Ensuite, il y a des peuples au sein des espèces. Donc, ça varie un peu d'une espèce à l'autre. Il y en a pour qui c'est littéralement des peuples, il y en a pour qui c'est des factions secrètes. Bon, bref, je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Ouais. Donc, déjà, ça donne un petit pool de traits de base. Ensuite, on choisit une spécialité. Les spécialités, c'est des métiers, en fait, comme c'est un peu des classes. Et là, ça permet de savoir un peu quelle est la place du personnage dans une société tribale. Ils sont importants parce que ça permet aussi de se visualiser ce que c'est que la vie d'un nomade chasseur-cueilleur, tu vois. Donc, du coup, il y a des chasseurs, il y a des herboristes, il y a des maraudeurs, donc ça, c'est tous ceux qui font des trucs un peu filous. Des chamans, donc les intermédiaires dont je parlais tout à l'heure, et des fées libres, donc c'est des gardiens de la culture orale, donc comme des bardes finalement, qui sont là pour conserver des légendes et les transmettre. Donc déjà tout ça, ça donne un pool de traits de base. Et ensuite vient le génome. Et donc là, c'est en évoluant que les joueurs vont avoir des nouveaux trucs. Alors c'est assez variable en fonction des chromosomes que les joueurs choisissent. Il y a des trucs qui sont assez prosaïques, quoi. Ça peut être intelligent, ça peut être charmeur, ça peut être excellent menteur, tu vois, des trucs comme ça qui sont finalement pas très impressionnants, mais qui sont super utiles. Et des fois, tu as des trucs qui sont carrément mutants, quoi. Tu en as qui ont un 3e bras, une 2e bouche dans la bouche comme des aliens. Et ça, le joueur choisit un peu l'orientation qu'il veut prendre au moment de faire ses chromosomes. C'est des thèmes en fait que tu choisis. Ouais. Et après, une fois que tu es en jeu, ben, voilà, tu tires au hasard. Chacun tire 3 petits papiers. On peut se les échanger. On peut dire, tiens, moi j'ai un bras supplémentaire. Je m'imagine pas trop avec cette terre d'alien. Donc, tiens, vas-y, on échange. Je te prends ton truc de charmeur. Ouais, et une fois qu'on a fait ça, on peut coller. Donc, tout le monde a son petit tube de colle UU comme à l'école là. Ouais. Et on peut coller ses gènes. Et donc, on a des nouveaux traits qu'on peut utiliser pour des actions. C'est très marrant. J'ai trouvé ça génial. Franchement, quand je te le dis, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça, mais c'est génial. Ça, surtout le fait de pouvoir échanger autour de la table, de pouvoir échanger des traits et tout. Je trouvais que c'était. Ouais, ça fait une pause atelier un peu au milieu, du jeu. C'est ça. Tu as les pauses magnettes. Ouais. Mais bon, c'est vraiment c'est très, très, très original. Donc là, il était sorti Sapiens, il y avait l'écran aussi, hein, je crois qu'il était sorti aussi. Il n'y a pas d'écran, figure-toi. Il n'y a pas d'écran. Il était sorti on l'a demandé. Non, il n'y a pas d'écran. En fait, était sorti quoi avec Sapiens le kit d'introduction peut-être, non, je sais plus. Il y a eu un kit de démo en PDF qui est gratuit. Je vous invite tous à télécharger. Voilà. Je mettrai l'adresse en dessous comme ça, il y a même un petit scénario à l'intérieur. Et des pré-tirés, donc le nécessaire pour jouer, quoi. Ensuite, il y a eu le livre de base. Et en fait, c'est moi, j'ai recommandé dans le livre de base de jouer sans écran. Parce que je trouve que ça permet un peu plus de spontanéité et de rapprochement entre les joueurs et le MJ. J'ai assumé ce choix et j'ai pas publié l'écran alors que ça se vend, les écrans se vendent comme des petits pains, c'est hyper rentable. Je me suis juste tiré une balle dans le pied en faisant ça. Non, mais bon, j'ai voulu être cohérent. Ouais, tu assumes. En plus, tu dis, on peut se mettre au pied d'un arbre et puis discuter. Ouais, c'est ça. On peut jouer dans l'herbe, on enlève les chaussures, on prend un pique-nique et on prend des radis, des tomates cerises et on joue, quoi. Il n'y a pas besoin d'un écran. Ouais, j'ai lu ça aussi. Ça m'a. Il y a vraiment une logique en fait. Hein, ça colle très bien au thème en fait. Hein, il y a aucun problème. Donc là, on a parlé de Sapiens, le jeu qui est sorti depuis quelques temps, et là, il y a un gros morceau qui arrive avec 3 suppléments. C'est ça. Alors déjà, pourquoi avoir sorti les 3 suppléments en même temps? Bon, tu vas m'expliquer. Moi, quand j'ai commencé à lire et tout, j'ai compris pourquoi. En fait, ça se complète. Hein, ça. Oui. Mais tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu proposes de nouveau par rapport au livre de base. Est-ce que dans le livre de base, il y avait une campagne, un scénario, et qu'il y avait déjà ça Alors, dans le livre de base, il y avait 2 scénarios indépendants. Il y avait aussi donc le scénario du kit d'intro. Donc voilà, il y en avait 3 disponibles.
Et voilà, et pas mal d'outils aussi. Ah oui, j'ai pas trop parlé du sandbox alors que c'est un gros morceau. J'ai mis beaucoup d'éléments pour jouer en bac à sable. Dans le livre de base, il doit y avoir 40 ou 50 pages de rencontres. Le monde est divisé en biomes. Bon, ça, je pense que ça parle à tous les joueurs. Et du coup, dans chaque biome, il y a 36 rencontres et 36 lieux. Donc voilà, normalement, ça permet de faire des scénars qui sont très flexibles, de pouvoir mettre des éléments, même si les gens s'éloignent de la trame qu'on a prévue. Et donc voilà, ça c'est pour le livre de base. Du coup, ensuite, dans les suppléments, je vais présenter dans l'ordre, je pense. Ouais, vas-y. Ça, c'est ce magnifique livre de base avec son vernis sélectif. C'est important. C'est important, l'esthétique. Donc ça, c'est le premier supplément qui est sorti. Donc c'est Qualia. Avec toujours le vernis sélectif, j'aime beaucoup ça. Qualia, c'est une sorte de livre du joueur. Donc tout ce qui est à l'intérieur sont des éléments qu'on peut le donner aux joueurs. Il n'y a pas de spoil. Le but de ce supplément, c'était de permettre à des joueurs de se visualiser vraiment ce que ça fait que d'être un sapiens, donc de vivre à cette époque-là dans le corps d'un de ces êtres. Comment ils vivent en société, à quoi ressemble leur vie quotidienne en fait. Il y a aussi des nouveaux peuples, puisque donc il n'y a pas de nouvelles espèces. En fait, le nombre d'espèces il est fini. Tout le monde se connaît. Par contre, il y a tout un tas de sociétés secrètes, de peuples qui sont peut-être méconnus, donc que j'ai rajouté pour donner encore plus d'options de jeu. Il y a tout un chapitre du coup qui explique comment vivre la vie de telle espèce, avec des petits éléments sur leur culture, des rites aussi. Donc les rites, c'est ce que font les chamans, mais tout le monde peut les apprendre. Et quoi d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, oui, j'ai fait un guide pour créer des tribus. Ça, c'est marrant. Avec des noms de famille, des prénoms, voilà, des trucs très concrets, quoi. J'ai mis aussi 2 nouvelles spécialités. Donc, qui sont le sorcier d'Urgi et l'éclat de rêve. Donc, le sorcier d'Urgi, c'est un chaman ambigu, en fait, qui prend le risque de parfois mettre un peu le dawa derrière lui, quitte à obtenir des trucs supplémentaires. Et l'éclat de rêve, c'est une sorte de comment dire, tu vois, Black Panther, une sorte d'héritier d'une lignée qui doit protéger cet héritage. Et c'est une sorte de guerrier charismatique, je ne sais pas vraiment comment appeler ça, et qui est toujours accompagné d'un esprit de son ancêtre qui le guide et qui lui apporte des conseils dans la vie quotidienne. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce supplément. Il y a un guide avec des objets. Ah oui, j'ai rajouté une règle assez cool, c'est des PNJ précieux. Donc en fait, quand tu rencontres quelqu'un, tu peux te lier d'amitié avec, et ça, tu vas le noter sur la fiche comme un état. Il y a déjà des états dans le livre de base qui sont des états d'aventure, on va dire. Est-ce que tu es empoisonné? Est-ce que tu es maudit? Des trucs comme ça. Et là, du coup, j'ai rajouté une règle pour que tu puisses te lier avec un PNJ. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être ton mentor, ton apprenti. Ça peut être un compagnon aussi, un loup que tu as rencontré, par exemple. Ça peut être un esprit auxiliaire aussi, ça c'est un aspect important du chamanisme. Et en fait, ce PNJ t'accompagne et à tout moment, tu peux dépenser cette relation pour faire une action extraordinaire. C'est une sorte de réussite critique automatique. Et à ce moment-là, ça t'oblige, avant la fin de l'aventure, avant la fin de la séance précisément, à résoudre cette action, à résoudre ce lien en fait. Donc tu vois, si c'est par exemple un mentor, il t'accompagne, il est là pour toi. Et un jour, tu vas décider de faire un coup d'éclat. Et là, le mentor, avant la fin de la séance, il faut qu'il meure. C'est la règle, en fait. Le mentor, il doit mourir à un moment donné. Voilà. Dumbledore n'est pas éternel. c'est un des...
Ouais. C'est un trope en fait assez classique de la fantasy. Pareil pour le compagnon, par exemple. Le MJ peut un petit peu naviguer là-dedans. Il n'est pas obligé de faire des choix aussi drastiques. Le compagnon, ça peut être c'est comme une sorte de croc blanc, tu vois, qui t'accompagne. Et il y a un moment, en fait, il voit une meute de loups comme lui, et puis il réalise que sa place n'est pas avec toi, quoi. Et du coup, il jette un dernier regard un peu larmoyant et il se sépare de toi. Donc le joueur contrôle ça, c'est-à-dire que s'il veut pas se séparer de son ami Cro-Blanc, il peut le garder pour toujours. Mais à un moment, voilà, s'il veut faire un coup d'éclat avec, il dépense le trait et il perd son compagnon. D'accord, ok. Ouais. Et cette idée t'est venue comment, parce que de rajouter ça, tu voulais rajouter un enjeu supplémentaire ou t'as trouvé ça tout simplement fun? Alors déjà oui. Et en fait, je voulais vraiment mettre en avant les PNJ. Et ça, c'est à force de jouer, je me suis rendu compte que c'était un aspect important du jeu, tu vois, l'attachement avec des animaux ou des esprits. Et j'avais envie de mettre une petite règle pour que tous les joueurs soient intéressés par ça. Si tu veux, tu as différents archétypes de joueurs. Et t'en as qui vont aimer faire du drama, tu vois, qui vont se mettre en scène, qui vont créer eux-mêmes des dilemmes, qui vont parfois se mettre volontairement dans l'embarras pour créer du jeu. Et t'en as d'autres qui s'intéressent pas forcément à ça, ou qui s'y intéressent, mais quand c'est les autres qui le font, mais eux-mêmes ils savent pas le faire. Ils disent moi je sais pas le faire, je vous regarde, il prend son seau de popcorn et puis il regarde les autres partir dans le délire dramaturgique. Et du coup, en faisant cette règle-là, j'ai fait un truc le plus simple possible pour qu'un joueur qui se dit juste, bon ok, finalement j'ai un bonus que je peux craquer n'importe quand, tu vois, et ben il le fasse, mais en apportant quelque chose à l'histoire. Et presque involontairement, en fait, cette relation avec ce PNJ va se créer et ça va créer un enjeu dramatique parce qu'il va se poser la question, est-ce que je me sépare de lui, est-ce que je le garde? Et en attendant, il est toujours là, tu vois. Donc il prend part à l'histoire. C'est une sorte de trope inclus dans les règles, en fait, tout simplement. En plus, il glissait naturellement, c'est pas trop. C'est facile à utiliser. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Mais quand on parlait justement de la construction des personnages, est-ce qu'il y a un secret dans ton jeu? Est-ce que, par exemple, pourquoi ces peuples se sont démarqués par rapport aux autres? Comme tu dis, les crocodiles. Pourquoi les crocodiles, ils n'ont pas évolué en hommes crocodiles? Tu vois? Est-ce qu'il y a un secret que le meneur de jeu au fil de sa lecture ou des suppléments qui vont sortir va découvrir en même temps que les joueurs, ou est-ce qu'il est tenant d'un secret que les joueurs ne connaissent pas, ou pour moi le secret c'est qu'il n'y a que toi qui le connais? Alors, c'est une excellente transition qui va pouvoir je te félicite, c'est incroyable. Voilà, qui va pouvoir nous amener au second livre. C'est un métier. C'est beau, hein, c'est beau. Qui va pouvoir nous mener au second livre, donc qui s'appelle Souffle primordial. Moi, je le vois à l'envers sur l'écran. J'espère que vous l'avez dans le bon sens. Il est dans le bon sens, ouais. Ok, super. Alors, Souffle primordial, c'est un livre qui contient, en gros, il y a deux grands éléments dans le jeu. Premièrement, il y a un chapitre assez touffu sur les esprits et le monde spirituel en général. Du coup, je donne d'autres exemples d'esprits. Alors, il y en a déjà plein dans le livre de base, hein, vous serez pas déçus. J'ai rajouté notamment des esprits intelligents qui sont plutôt urbains, qui vivent dans les villes. Bon, je ne vais pas forcément aller dans les détails, mais donc il y a des tribus d'esprits, en fait, qui vivent un peu comme nous, mais toujours d'une façon un peu bizarre, parce que les esprits ils sont un peu monomaniaques. Donc voilà, je ne vais pas trop spoiler, parce qu'il y en a qui sont plus mystérieux que d'autres. Et ensuite, il y a l'histoire des purificateurs. Donc, qu'est-ce qui a mené les arrière-grands-parents des PJ à faire ce pacte dont ils ne comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants. Comment on en est arrivé là? Quel peuple il y a eu entre les anciens, c'est-à-dire nous, et les sapiens que les joueurs jouent actuellement?
Donc tout ça, c'est des trucs à découvrir. Du coup, je vais pas trop m'étaler dessus parce que sinon, ça va être du gros spoil. Il y a aussi des conseils pratiques pour jouer le trouble. Il y en a dans le livre de base, mais je me suis dit qu'une petite couche supplémentaire ferait pas de mal. Donc c'est comment gérer les causes et les symptômes avec différents exemples. Comment se visualiser simplement. En fait, c'est un outil pour le MJ pour faire un scénario, dans les coulisses. Donc en fait, on va créer une problématique qui va mettre trop ou pas assez d'un aspect. Ce qu'on appelle les fléaux et les éclipses, voilà, quand il y a trop ou pas assez. Et il y a une méthode assez simple pour déterminer les conséquences sur les aspects qui précèdent et qui suivent. Ça, pareil, c'est de l'écologie de base. Hein. S'il y a trop de prédateurs, les proies vont diminuer. S'il y a trop de plantes, il va y avoir des maladies des plantes. Et donc ça permet du coup au MJ de faire son scénario en 2 ou 3 strates. Et du coup, les joueurs vont découvrir un symptôme, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ils vont voir une cause à ce symptôme, et ils vont essayer de résoudre cette cause. Et des fois, il y a encore une cause derrière, puisque les choses ont des répercussions en cascade. Donc voilà, c'est un outil pour le MJ. Normalement, j'ai tout fait pour que le MJ ait pas trop de travail. Voilà. Voilà, il y a des textes d'ambiance, et ensuite, il y a des scénarios. Voilà. Alors, j'ai été assez généreux sur les scénarios, si je puis me permettre. Il y a 3 épisodes qui forment une petite campagne qui s'appelle Le Petit Chêne, qui avait déjà été publié dans un supplément en PDF que les souscripteurs avaient débloqué à l'époque. Donc peut-être que certains l'ont déjà lu. La campagne, elle part dans pas mal de directions. J'ai voulu essayer des gameplays un peu cool. Par exemple, il y a un épisode sur la mer qui est inspiré du jeu vidéo Raft. Je sais pas si tu connais. Où tu es un survivant en haute mer sur un bout de planche et tu dois te débrouiller. Avec en plus des rencontres, des îles et des machins. Et un vrai enjeu de navigation en fait. Voilà, j'ai voulu tester un petit truc fun. Un autre scénario qui a été écrit par un ami qui s'appelle Laurent Ferreres, qui est une histoire de jeu de plateau maudit. Et enfin, ça se conclut sur. C'est très aventure pulp, hein, je vous le dis direct. Vous allez aux 4 coins du monde, vous passez d'un biome à l'autre. Et ça se termine sur une longue route dans un chemin entièrement bouffé par des esprits de la faim. Ultra dangereux, hein, bien évidemment. Et voilà, je ne vais pas vous spoiler plus. Oh, ben, c'est sûr que non. Voilà, donc ça c'est pour la petite campagne. Et ensuite, il y a une plus grosse campagne qui s'appelle la saga de Seine, qui est en 4 épisodes et demi, on va dire, qui est très libre. En fait, il y a 4 épisodes. Le premier, c'est vraiment l'intro qui fait voyager et qui présente un peu les enjeux des autres. Et ensuite, c'est du semi-sandbox, donc c'est-à-dire que les joueurs ont une carte. Je vais vous montrer un petit peu en essayant de pas trop spoiler. Donc, j'aime bien les cartes en hexagone, c'est très pratique pour voyager. Donc, les joueurs ont une carte. Donc, ça, c'est le côté joueur où il n'y a pas les légendes dessus. Et ils se débrouillent. Donc, en fait, les épisodes peuvent être joués dans le désordre. On peut arrêter le premier en cours de route pour aller au 3, par exemple. Voilà. Et chaque épisode est quand même lié à un trouble initial. Hein. Voilà, je spoil un petit peu, évidemment. Et différentes conséquences que peut avoir ce trouble initial. Et donc, ça va emmener les joueurs un peu aux 4 coins du monde. Et en résolvant les troubles qui sont rencontrés au fur et à mesure des aventures, ça va leur donner des billes, en fait, pour essayer de résoudre le gros problème. Quoi. C'est adaptable à tout. Tu peux adapter la difficulté, ça n'importe quel type de personnage, n'importe quel niveau. Je dis le mot niveau. Hein, le meneur de jeu peut adapter la difficulté en fonction des personnages.
Quand j'ai conçu les scénarios, j'ai fait tous les one shots, je les ai fait adaptés pour des débutants. D'accord. Et la campagne Petit Chêne, c'est pour en gros débutants moyens, ceux qui ont déjà fait un ou deux one shot. Et la campagne, elle est plutôt hardcore. Donc l'idée, c'est que c'est plus facile si tu as fait les autres scénarios. Mais je l'ai testé avec des débutants et ça marche. D'accord. Ils sont pas trop morts, ils n'ont pas eu trop de problèmes. En fait, pas trop. Alors, si tu es astucieux et que tu as des bonnes idées, ça passe. Ouais, tu vois. Ça passe. Normalement, tous les défis vraiment dangereux, il y a toujours des astuces pour passer à côté. Tu vois, dans l'exemple d'un combat, on s'en fout que la personne elle ait 10 points de vie ou 1. Ce qui compte, c'est la bonne idée, tu vois. Ouais. Si tu as préparé ton truc, si tu as fait un dispositif cool, si tu as vraiment préparé le terrain avant, si tu as fait un leurre, je sais pas. En fait, une bonne idée peut tout résoudre. Ouais. Voilà, de toute façon, ton système de règles, le système de règles pour lequel tu as opté privilégie ce genre de choses, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans la proposition du joueur et le meneur du jeu, en fonction de la pertinence de la proposition ou du côté un peu imaginatif, va plus ou moins adapter son résultat. Et l'essentiel, c'est le côté faire progresser l'histoire, en gros, quoi. C'est ça. Et puis en fait, j'ai essayé de concevoir des traits les plus variés possibles, ce qui font que ça va toujours créer un truc que de toute façon, on ne peut pas prévoir. Tu vois, par exemple, il y a un des traits, un exemple en partie, il y a un des traits, c'est indestructible, une fois roulé en boule. Ok. Ouais. Un cochonnier. Ouais, voilà. Et ben, une fois, j'ai une joueuse, elle tombe d'une falaise, quoi. Tu vois, vraiment, il y avait un défi, c'était passer un pont de singe à la Indiana Jones. Elle tombe, tu vois. Je dis, là, t'es tombée. Pour moi, elle était morte, en fait. Tu vois, j'étais là, désolé, quelqu'un peut peut-être te lancer une corde, je sais pas. Elle a dit, non, t'inquiète, je me roule en boule. Ah oui, en fait. Tu vois, oui, ok. Du coup, ça fait un petit cratère et elle est atterrie, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, en fait? Des fois, tu vas faire rebondir sur 2 bornes. Oui, à la limite, mais ce serait pas. Je reconnais ma défaite, en fait, tu vois. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a marché. Et des fois, c'est tout con. Il suffit d'avoir le bon truc au bon moment et. Ouais, bien sûr. Et c'est réglé, en fait. Ouais. Quelqu'un qui se perd dans la forêt et il me dit non, j'ai une boussole interne. Ok, c'est bon, tu vas rentrer, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est pas, des fois la difficulté remplace pas grand chose, quoi. Après on peut ajuster, on peut mettre des monstres plus gros si on veut, on peut mettre on peut rajouter des factions hostiles, tu vois, mais je trouve que faut pas trop s'inquiéter pour l'équilibrage, tu vois. Le jeu est pas assez simulationniste pour que ça pose un problème finalement. Est-ce qu'il y a une finalité pour les personnages? Est-ce que les personnages ils ont un dénouement, un objectif défini, une fin? Voilà, ton personnage est arrivé à un système où il est vraiment devenu, il a accumulé des tas de mutations, etc. Et bon, maintenant, de mutations autre chose. Hein. Et maintenant, bon, le joueur, il estime que ce personnage-là, il est arrivé à atteindre son maximum. Est-ce que tu as pensé à ça ou pas? Dans mes tests, pardon, je suis jamais arrivé jusqu'au moment où le joueur a tellement d'étiquettes sur sa fiche de perso qu'on dirait un présentoir. Ça prend quand même pas mal de temps. Il faudrait jouer très longtemps. Ouais, d'accord. Et honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté. Et quand je termine une campagne, j'ai tendance à proposer aux joueurs. C'est écrit dans la saga de Sen, par exemple. J'aime bien proposer aux joueurs de conclure leur aventure. Et de savoir un peu ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils continuent de purifier? Est-ce qu'ils prennent leur retraite et ils s'occupent de leurs petits-enfants? Voilà. Et le jeu est un petit peu conçu pour jouer en génération. C'est-à-dire que l'ADN incite à ça. Donc on peut tout à fait dire, voilà, là, ces aventures-là, ça a duré tant d'années, on peut partir du principe que il commence à être vieux.
Peut-être qu'il en a marre de vadrouiller partout, il en a marre de dormir sur des tapis pourris. Il veut se poser et puis on peut jouer la génération suivante, quoi. Avec des recombinaisons de gènes. Et là, c'est marrant aussi. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est un recyclage des personnages à travers un renouvellement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, on reste dans le cycle. Au niveau de l'œuvre, le choix visuel, c'est au niveau de la direction artistique et du visuel, tu avais déjà une idée précise quand tu as fait Sapiens, ou c'est grâce aux collaborations avec différentes personnes que tu as mis cette patte un petit peu particulière au niveau des visuels du jeu? C'est un peu des deux. En fait, je savais que je voulais une esthétique plutôt feel good. Je savais qu'il n'y aurait pas de sang, il n'y aurait pas de violence dans les images. Et ensuite, j'ai trouvé mon illustrateur que j'adore. C'est vraiment un régal de travailler avec lui. Donc, c'est Jérémy Bouzerna qui a travaillé qui a fait toutes les couvertures. Tu vois, par exemple, pour le livre de base, je voulais montrer deux personnes qui s'entraident. Et avec les différents éléments du jeu, le côté post-apocalyptique, le côté chamanique avec des offrandes. Donc j'essaye au maximum de lui demander un cahier des charges précis. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné rendez-vous régulièrement et je lui demande exactement ce que je veux. Je lui donne des idées, je lui donne des images pour s'inspirer. Je lui donne un petit peu la composition globale. Et derrière, lui, il va rajouter des idées. Il va se dire, tiens, et si je faisais un escargot, je sais pas moi, en bois, tu vois, ou un mutant, ou je ne sais pas quoi, et de temps en temps, il va m'apporter un truc. Ou alors, il va me dire, non, mais là, tu débloques, c'est indessinable ton truc. Et voilà, c'est dans cet échange-là qu'on crée des trucs. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir le même illustrateur tout le long. Pour vraiment maintenir cette connaissance qu'il a de l'univers finalement. Et aussi ce rythme de travail, quoi. En fait, au fur et à mesure, on était de plus en plus efficace. On se donnait des rendez-vous d'1 heure, mais au final, on se dit ce qu'on veut et au bout de 10 minutes, on se raconte nos vies, tu vois. Parce que quand tu as l'habitude de travailler avec quelqu'un, ça va vite. Ouais, et c'est pour avoir cette liberté, c'est voulu que tu as monté ça avec Citron Magnétique. C'est toi en fait, et tu n'as pas voulu. C'est un choix ou c'est une contrainte d'avoir. Est-ce que tu as démarché le jeu et les gens ils ont dit oh là là non c'est trop what the fuck, ou alors c'est vraiment parce que tu voulais vraiment imprégner ton idée, quoi, parce que tu aurais pu travailler avec Batro par exemple. Je crois qu'il a fait la relecture sur Sapiens sur le premier. Il a un peu il a un peu participé. Il a un petit peu écrit aussi sur le 3e supplément, j'y reviendrai. En fait, travailler avec un éditeur, ça a ses avantages et ses inconvénients. Le principal avantage que j'y vois, c'est que tu as vraiment le regard de quelqu'un qui va te dire ok, bon, là c'est bien, mais tu pourrais peut-être faire mieux. Et c'est précieux, tu vois. C'est précieux d'avoir une deuxième lecture de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui va te dire quoi faire. Le truc, c'est qu'ils ont aussi des contraintes qui sont purement en marketing. Bien sûr. Et forcément, ça doit s'inscrire dans une gamme, ça doit s'inscrire dans une ligne éditoriale. Et ça, c'est pas forcément facile, en fait. L'avantage quand tu travailles et que tu es complètement libre, vraiment, je peux écrire ce que je veux dans Sapiens. Personne m'a jamais dit fais pas ça ou quoi que ce soit, j'ai aucun problème. Mais c'est vrai que tu as la responsabilité aussi de ce que tu marques, quoi. Il y a des relecteurs, bien sûr, mais ça vaut pas forcément le regard d'un éditeur. Pour moi, ça a été aussi un devoir d'exigence, quoi, de me dire ok, là, j'ai personne qui va me dire quand je vais partir en sucette. Chaque chose. Alors, évidemment, c'est un plaisir de partir en sucette et d'inventer des nouveaux trucs et d'innover finalement. Mais chaque chose doit être quand même testée avec soin. Faut vraiment prendre le temps, quoi. Faut pas se jeter dans une idée en se disant c'est bon, je suis un génie, ça va être incroyable. Faut quand même bien peser chaque chose et essayer de réfléchir à toutes les conséquences. C'est quand même du travail. D'accord. Donc, tu n'as pas démarché, tu es parti sur ton idée, parce que j'aurais bien vu, bon, peut-être qu'ils auraient dit non, mais j'aurais bien vu ton produit chez Odonata, par exemple, tu vois, je trouve que ça colle vachement, même au niveau visuel, tu vois. Je trouve que quand je prends le bouquin en main,
Je trouve que ça rentre un petit Ouais, peu c'est vrai. dans leur imaginaire. J'ai pas démarché chez eux. En fait, j'ai démarché que chez un éditeur, c'était les 12 singes. Parce que j'adore ce qu'ils font. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit, ok, c'est sympa, mais je sais pas quoi en faire de ton projet, donc débrouille-toi. Et je me suis dit, bah vas-y, tant pis, je vais le faire, quoi. Voilà, pour la petite histoire. En plus, chez les 12 singes, c'est à peu près, bon, c'est pas du tout, il n'y a pas c'est du post-apo, mais il n'y a pas tout cet anthropomorphisme. Le jeu qu'a écrit Jérôme Bartas, là, c'est un peu avec la nature, un peu. Alors, excuse-moi, Jérôme, si tu vois la vidéo, je ne me rappelle plus du nom du jeu. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas Vermine. Ouais. Alors, je l'ai pas lu de façon hyper attentive, je l'ai feuilleté et j'ai eu de la chance de rencontrer l'auteur parce que on est du sud de la France tous les deux. Ouais, oui, il y a des propositions en commun, ouais. Après, tu joues des humains. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est la grosse différence. C'est très enclavé aussi, tu sais, les sociétés sont vraiment des petites enclaves quoi, qui ont du mal à communiquer entre elles. Mais oui, il y a plein de points communs entre ces jeux. Ouais, mais voilà, donc ça aurait peut-être un peu, difficile. Voilà. Moi, c'est surtout au niveau du visuel, et puis bon, c'est vrai que même chez Odonata, tu as Insectopia, où il y a les insectes intelligents, donc, mais bon, c'est pas du tout le même, pas du tout les mêmes enjeux, puisque dans Insectopia, c'est pas la même échelle aussi. Ouais, c'est pas la même échelle. Et puis on est vraiment du plus pur planète opéra dans Insectopia. Voilà. Cette petite aparté, je trouve que je ne ramènerai pas parce que j'ai été ridicule de ne pas me rappeler le nom du bouquin. ça sera coupé au montage. Ouais, ça serait coupé au montage, ouais. Donc voilà, donc on revient, je reviens dans le fil de la discussion. Donc c'était un choix de ta part de vraiment imprégner ton idée. Alors il y a beaucoup on va en parler deux secondes. Je ne sais pas si après tu n'as pas envie qu'on en parle. Je couperai. Il y a beaucoup d'auteurs indépendants qui pour s'en sortir choisissent le format de l'IA pour les dessins, les illustrations. Toi, ça t'est jamais venu à l'esprit? Non, mais c'était pas vraiment dans l'air du temps en 2021. Et j'ai essayé un petit peu de dire à une IA, propose-moi, je sais pas moi, 10 lieux cool dans un monde post-apo, mais c'est pas dingue. Donc, bon, ça m'a pas servi. Ouais. Voilà. J'ai pas d'avis particulier. Après, utiliser ChatGPT pour un mail en disant dis-moi poliment à mon patron que je veux pas faire tel truc, il le fait très bien, tu vois. Mais pour rédiger, j'ai pas trouvé l'intérêt, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Bon, je voulais juste te poser la question, puis bon, je ne sais même pas si je mettrai la réponse parce que. En plus, c'est un débat. Voilà, ça crée des choses avec ça crée des choses avec des gens que j'aime bien et que je les vois péter les plombs quand ils parlent de ça, donc je préfère. Ouais, j'ai jamais compris cette réaction, mais pourquoi pas? Après tout, c'est défendre les droits des travailleurs. Bien sûr. Ça doit être important. Mais honnêtement, c'est des enjeux qui m'échappent un peu. Alors, une dernière question. Donc là, bon, à part l'écran que tout le monde te réclame, là, il est sorti 3 suppléments. Est-ce que tu as tout mis, ce que tu as écrit, tout ce que tu as imaginé? Est-ce que tout est disponible auprès des joueurs et des meneurs de jeu, ou tu en as encore sous le pied Alors, je viens de réaliser que j'ai pas parlé du 3e supplément. Je peux le faire très rapidement. Ah bah bien sûr, vas-y. Du coup, le 3e. Non mais j'essaye de. Tu dis une dernière question, moi je panique. Hop là. Le 3e s'appelle Carnet de voyage. C'est purement géographique. Donc en fait, c'est des nouveaux biomes qui sont présentés. Dans le livre de base, on a des biomes assez traditionnels. Et là, du coup, je présente les havres, qui sont des villes, avec un petit peu le système social du Havre et pareil, avec 36 lieux, 36 rencontres. Ensuite, il va y avoir le Zorgobiome, qui est un biome d'animaux-machines. Voilà, pour ceux qui ont joué à Horizon Zero Dawn, c'est un peu la même vibe. À la différence près que c'est pas du tout un lieu d'artisanat. Au contraire, en fait, les gens ne fabriquent rien en métal parce que si tu sors une casserole, t'as 3000 rats en fer et vautours mécaniques qui viennent te la bouffer, quoi. Et ensuite, il y a l'obscurité qui est un biome souterrain. Voilà.
Pareil avec un écosystème assez travaillé. Donc je serais curieux d'avoir un petit peu de retour là-dessus, parce qu'il y a pas mal de surprises. Et ensuite il y a pas mal de petits peuples et tribus sympathiques à rencontrer, des villes aussi à explorer. C'est là que j'ai eu de l'aide de mon ami Batro pour créer des tribus bizarres et bigarrées comme il sait si bien les faire. Donc voilà, c'était le petit aparté pour présenter ce supplément. Moi, je parle de discussion. Justement, en parlant des 3 suppléments qui sont sortis, là, ils ont fait ils ont été le sujet d'une campagne de financement. Donc, c'est imprimé. Bon, les joueurs qui ont contribué, évidemment, à recevoir. Est-ce que ça va sortir en boutique? On peut le trouver en boutique ou pas? Alors, il est en boutique. Normalement, les boutiques comme Black Book et tout ça l'ont déjà. Ok. Normalement, voilà. Après, il peut y avoir un petit délai. Il peut y avoir des effets d'à-coup un petit peu, tu sais, avec des stocks qui arrivent, qui repartent. Je sais que le premier mois, là, il s'est retrouvé en rupture, mais normalement, ils en ont recommandé. Donc, voilà. Si c'est pas disponible dans votre boutique préférée, ben, soit vous êtes un peu patient et vous attendez qu'il arrive, soit vous venez sur le Discord ou vous voyez avec moi et il y aura toujours moyen d'en trouver. Sapiens, c'est toujours disponible, livre de base ou... Alors, le livre de base, il y en a très très peu. Alors, on est en rupture de stock depuis un petit moment. J'en ai remis quelques-uns chez le distributeur, mais je crois qu'ils ont disparu, instantanément. Mais vous pouvez le trouver en impression à la demande. D'accord. Et en PDF aussi. Donc, si ça intéresse des gens, je peux peut-être mettre le lien. On verra ça en production. Bien sûr. Et ouais, du coup, voilà, vous pourrez l'avoir en impression à la demande. Et les suppléments, par contre, c'est le moment de les avoir si vous voulez avoir cette petite qualité imprimeur. Voilà, j'ai préféré avoir des trucs de qualité. Donc, si vous voulez de la belle impression, dépêchez-vous. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Donc, on en revient à ma question avant que on parle du 3e supplément. Tu as encore des trucs sous le pied ou voilà. Alors, il y a un truc que j'aurais bien aimé faire, mais je pense que je le ferai pas parce que c'est quand même beaucoup de temps et je trouve que 3 suppléments, c'est quand même déjà honorable. C'est de détailler le Royaume de Fer. C'est une sorte de faction un peu technologique de cet univers-là. Technologie soft, faut imaginer peut-être un mode de production qui ressemble à l'âge de bronze, tu vois. Donc technologie soft par rapport à tous les autres qui vivent en société de chasseurs-cueilleurs. Et c'est vrai que ça, j'aurais aimé avoir un peu de place pour le développer. Mais au final, il y a tellement de choses à dire que j'ai pas trouvé l'espace pour ça, quoi. Et voilà, c'est le seul petit truc. Mais honnêtement, refaire un pledge pour ça, je suis pas sûr. Ce serait quand même beaucoup de temps. Et voilà. Sinon, je trouve que 3 suppléments pour un jeu indé, je suis plutôt fier de ça. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai lu, j'ai eu plein d'idées de scénarios dans les vestiges. Moi, j'adore tout ce qui est exploration, tu vois, tous les trucs dans les vestiges, avec dans certains vestiges, une zone de trouble, un vestige comme une ancienne, tu vois, quand on parlait de la planète des singes, une ville ou Let of Us, tu vois, une ville complètement ravagée. Envahi par la nature et dedans un trouble. Moi, c'est ce genre de truc qui me botte vraiment avec justement des races anthropomorphes comme les dinosaures qui eux sont un petit peu branchés pour domestiquer tout ce qui est. Bon, je vais pas trop en dire quand même, parce que tout ce qui est un petit peu ancien, quoi. Je veux dire tout ce qui est les bâtis, etc. Alors que d'autres sont plus sauvages, comme les ghouls par exemple. Bah tiens, on n'a pas parlé avant de parler. Alors moi, la première fois que j'ai commencé à lire ton bouquin, les ghouls. Ah, je dis encore des ghouls. Mais j'ai pensé aux ghouls de Lovecraft et puis j'ai même pensé aux ghouls de médiéval fantastique. Bon, comme on disait, le barbare zombie. Mais les ghouls, c'est pas ça du tout chez toi. Alors déjà, pourquoi avoir des ghouls déjà en fait, et voilà. Ce que j'ai voulu faire, c'est essayer au maximum d'utiliser des noms communs pour nommer les choses. C'est
je trouve difficile d'entrer dans un nouveau jeu quand il y a un vocabulaire de fou à retenir. Pourtant, je suis fan de Dune, tu vois, mais tu vois, débarquer dans Dune, c'est quelque chose. Tu vois, ça demande du temps. Et j'ai essayé d'utiliser au maximum des mots que tout le monde connaît pour que ce soit facile d'accès, quoi. Tu vois, les hommes poissons, ça s'appelle des métamorphes. C'est pas des brugiblouf. Tu vois, tout le monde peut retenir le mot métamorphe, ça demande pas un effort mental incroyable. Et du coup, les ghouls, c'est la même chose. C'est des sortes d'hommes loups, des hommes, c'est des mammifères prédateurs. Bon ben voilà, il y a un petit peu l'idée de prédation, de charognard qu'il peut y avoir dans une ghoul de Lovecraft, mais ça s'arrête là. C'est un peuple qui a tout un tas de différences. Le but, c'est de rendre l'univers facile d'accès. Pareil, les sylvestres. Ok, c'est des hommes cerfs. C'est bon, le mot sylvestre, on a tous déjà entendu. C'est un prénom, ça fait référence aux arbres. C'est facile. Voilà. C'était ça l'objectif. Pareil pour le reptilien aussi. Reptilien, ça n'a pas forcément c'est pas la reine d'Angleterre qui bat des paupières en verticale. C'est aussi c'est un peuple d'hommes lézards et pourquoi pas les appeler les reptiliens, autant faire ça. Ouais. D'accord. Bon, c'est mémotechnique, quoi, en gros, voilà. C'est ça. C'est un souci de simplicité et puis c'est aussi jouer avec les clichés, ce qu'on attend de ces clichés-là. Tu vois, par exemple, il y a parmi les reptiliens, ils ont des coteries. C'est des sortes de petites sociétés secrètes. Et par exemple, il y a la coterie des anciens astronautes. C'est un délire de complotistes des pyramides et de ces affreux documentaires qui mettent tout dans le même panier. Mais voilà, c'est aussi un plaisir de mettre des reptiliens qui sont des anciens astronautes. Et ok, ça va être autre chose, mais c'est pas grave, on joue avec les clichés, tu vois. Ouais. Tu remarqueras que j'ai pas dit quand j'ai commencé à parler d'eux, j'ai pas été plus profond, hein, c'est toi qui l'as dit. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein, il me semble. Je crois qu'on n'oublie rien. Voilà. En tout cas, je te remercie, Quentin, d'être venu parler de Sapiens et des 3 suppléments qui viennent de sortir sur GPTV. Moi, c'est le bouquin de base, je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça absolument génial. Super. J'ai trouvé ça vraiment très très original. Ça changeait un petit peu de ce que je lisais à ce moment-là. Donc ça m'a fait un petit bol d'air. Et là, j'ai pas encore fini les 3 bouquins que supplément, je me suis attelé, j'ai fini le premier, j'ai commencé Souffle primordial aussi. Voilà, donc et il y a une qualité d'écriture aussi. Je tiens à le signaler, il y a une qualité d'écriture, c'est très facile à lire. Alors, quand on parle de tout ça, quand on parle de chamanisme, etc., on va dire, les joueurs, ils vont dire, oh là là, mais pas du tout. Hein, c'est vraiment, il y a ce côté un petit peu, je retrouve, alors c'est la première fois qu'on se rencontre, mais dans l'écriture, je retrouve ce côté un petit peu fun et léger. Quand tu fais preuve quand on t'interviewe. Donc c'est sérieux, c'est documenté, c'est vachement bien instruit. Il n'y a rien qui cloche, c'est bien, tout rentre bien. Et en plus, c'est vraiment très agréable à lire et c'est même parfois même rafraîchissant, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup dans ton jeu, c'est ça. Voilà, je voulais te le dire. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée. J'espère que tu vas être content des retours qu'il va avoir sur Sapiens, de les nouvelles parties les campagnes qui vont se dérouler, je pense, avec des joueurs. Donc, tu as un Discord, hein, on le signalera s'il y en a qui veulent te contacter. Je le mettrai en incrustation, comme ça les joueurs, les joueurs et les personnes intéressées par Sapiens pourront te contacter, d'autant plus que si le bouquin de base, ils sont intéressés par Sapiens, c'est que le bouquin de base est en rupture, tu pourras les aiguiller sur différents supports. Voilà. Écoute, merci Quentin et à bientôt. Merci beaucoup.